Nous sommes à Kinshasa. Merci de suivre Télé 50 pour vous informer. Une commission d'enquête parlementaire a été mise en place par l'Assemblée nationale pour élucider les refoulements arbitraires des Congolais de l'RDC du Congo-Brazzaville. Ce mardi, elle a échangé avec le vice-ministre de l'Intérieur. Les membres de cette commission se rendront à Brazzaville pour faire le point sur ces expulsions avec les députés du Congo voisin. Instituée par la Chambre basse du Parlement congolais, la commission d'enquête parlementaire sur l'expulsion des Congolais de la République démocratique du Congo depuis quelques semaines à Brazzaville est à pied d'œuvre. Ce mardi, les membres de cette commission ont attendu le vice-ministre de l'Intérieur sur la situation des refoulés congolais ainsi que la programmation de leur acheminement à l'intérieur du pays. Et nous sommes en train de tout faire pour réduire la durée de leur séjour de transit et les ramener le plus vite possible dans leur lieu habituel ou dans leur province d'origine. Après avoir récolté les informations à Kinshasa, les élus du peuple, membres de la commission d'enquête, devront se rendre ce mercredi à Brazzaville pour échanger avec le parlementaire de la République du Congo. Nous avons insisté sur les conditions d'accueil, les conditions d'hébergement de nos compatriotes qui sont venus de Brazzaville. Il nous a informé qu'à la date d'aujourd'hui, ils sont déjà autour de 40 000 refoulés, qui sont internés, certains à la Fikine, d'autres au stade ex-24 novembre et d'autres sont encore autour du beach Ngobila. Et dans la matinée, la session de formation des délégués syndicaux de l'Assemblée nationale a été ouverte ce mardi par le président de la Chambre basse, Obem Minakou. Durant 10 jours, les syndicalistes vont devoir apprendre les normes de la pratique syndicale pour approfondir leurs connaissances. Le président a suffisamment insisté sur l'excellence. Donc, il faut qu'on puisse avoir des cadres d'excellence qui travaillent pour l'excellence en vue d'asseoir une administration excellente, productive et dynamique. On va à présent à Kampala en Ouganda où se tiennent les travaux tripartites RDC, Ouganda et HCR depuis lundi. La question tourne autour de la mise en place d'un plan opérationnel de rapatriement des réfugiés congolais ayant choisi l'Ouganda comme pays d'asile depuis 2011. Le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej, qui représente la RDC, a annoncé que le gouvernement est prêt à ramener volontairement 172 000 réfugiés congolais d'Ouganda. On ne vit mieux que chez soi, dit-on. Les Congolais réfugiés en Ouganda ont toujours manifesté la volonté de regagner leur pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo. L'incident survenu le 23 mars dernier sur le lac Albert l'illustre assez bien et le gouvernement congolais ne cesse de mener des efforts pour que ces situations ne reviennent plus. C'est la raison de la poursuite de cette tripartite Ouganda-HCR-RDC, ouverte ce lundi 28 avril à Kampala en Ouganda. Le ministre chargé de réfugiés au bureau du Premier ministre de l'Ouganda, Moussa Ekweru, n'a pas manqué de témoigner l'hospitalité de son pays qui, à ce jour, égorge plus de 180 000 réfugiés congolais, dont 35 504 sont gardés à Kampala. À l'issue de cette tripartite, l'Ouganda, le HCR et la RDC vont élaborer un plan opérationnel de retour volontaire de réfugiés. Le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej Mongez-Mons, a également réitéré ses remerciements au nom du chef de l'État à son homologue Moussa Ekweru. La seule réponse valable et durable que nous pouvons leur apporter réside dans les rapatriements organisés, car il garantit toutes les conditions de dignité pour accompagner les réfugiés dans leur ferme désir de regagner le pays. Et dans le but de promouvoir la réconciliation et la cohésion nationale, le président de la République a promulgué la loi d'amnistie, couvrant le fait insurrectionnel, les faits de guerre et les infractions politiques pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2013. Il s'est de rappeler que les experts sont déjà à pied d'œuvre afin d'atteindre les objectifs escomptés de cette tripartite qui se tient du 28 au 30 avril 2014 à Kampala en Ouganda.
Toujours, la plupart des ex-combattants du M23 y ont trouvé refuge, d'où la mise en place du processus de démobilisation, désarmement, rapatriement, réinsertion et réinstallation. Ce sujet a été au centre de l'entretien de ce mardi entre le ministre des Affaires étrangères Raymond Tchibanda et Moustapha Soumaré, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC. Alors, on écoute le diplomate onusien au sortir de cet entretien. C'était à l'initiative du ministre des Affaires étrangères, nous sommes venus le voir pour échanger un peu de certains sujets d'intérêt commun. Comme vous le savez, depuis la prise du M23 et puis les activités qui sont en train d'être menées de part et d'autre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de démobilisation, désarmement et de réinsertion, il y a un aspect important qui reste encore, c'est les M23 qui sont en Ouganda et qui sont au Rwanda. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un échange avec le gouvernement sur quelle va être la meilleure approche, conformément à leur approche en tant que gouvernement, et comment la MONUSCO peut leur soutenir dans cette approche-là. Nous nous sommes entendus sur la possibilité, éventuellement, d'avoir des missions conjointes pour aller dans les pays concernés, mais il est clair que tout en réitérant la volonté réelle de la MONUSCO de soutenir totalement le gouvernement, il est important que ces missions conjointes aussi se fassent dans des dispositions aussi bien techniques que politiques claires. Je crois que c'est ces aspects sur lesquels nous avions échangé et sur lesquels je crois que de part et d'autre, nous avons pu avoir une compréhension assez claire. Revenons sur le récent séjour de travail du ministre des Affaires étrangères Raymond Tchibanda à Windhoek sur invitation de son homologue Mme Netumbo Nandi Ndaitwah. Sur place, le chef de la diplomatie congolaise avait visité quelques entreprises namibiennes de premier plan, ce qui augure l'organisation prochaine du Forum des hommes d'affaires des deux pays au courant de cette année. Il s'est agi de Windhoeker Maschinenfabrik, spécialisé dans le montage de véhicules militaires tout-terrain, de SATCOM, dans la télécommunication militaire et civile, des Namibian Limited Brewery. Une brasserie moderne, de Meatco, entreprise de transformation de la viande, et abattoir moderne et industriel, ainsi que de Dinapama Manufacturing, entreprise textile. Cette dernière est spécialisée dans la fabrication des vêtements, sacs et produits similaires, l'impression, le design et la broderie. Elle emploie des milliers de jeunes filles et garçons, tels que le démontrent ces images. Quant à Meatco, elle est un exemple d'industrie intégrée productrice de valeur ajoutée. De l'élevage de bœufs au consommateur final de viande namibienne, c'est en effet une chaîne de valeur impressionnante qui a été mise en place au profit de l'économie namibienne et du social. Toutes ces visites d'entreprises namibiennes s'inscrivent dans la perspective d'une diplomatie de développement prônée par le chef de l'État et reflètent la détermination de la RDC à coopérer davantage avec la Namibie dans les domaines du commerce, des mines, de la pêche, de la défense, de l'agriculture, de l'industrie, des infrastructures et de l'énergie dans l'intérêt des deux peuples. Les deux parties ont convenu d'organiser la prochaine session de la Grande Commission mixte en 2015 en RDC et d'organiser un forum des hommes d'affaires en consultation avec les chambres de commerce de la RDC et de la Namibie au courant de cette année. Le chef de la diplomatie congolaise Raymond Tchibanda a invité aussi son homologue namibien à visiter la République démocratique du Congo à une date à convenir par voie diplomatique. À la primature, Matata Ponyo a reçu en audience l'ambassadeur d'Italie venu lui faire ses adieux, mais aussi une délégation de la société brésilienne Andrade Gutiérrez, spécialisée dans le domaine des infrastructures, de l'énergie et des transports routiers. Je vous propose ici d'écouter Pio Mariani, ambassadeur d'Italie, et Pedro Neves, représentant d'Andrade Gutiérrez. On a souhaité que pour l'avenir, maintenant que la situation en RDC s'est stabilisée du point de vue, disons, sécuritaire à l'Est et macroéconomique dans tous les pays,
grâce aux efforts du Premier ministre pendant les dernières 2 années, on a souhaité que les Italiens puissent revenir, les entrepreneurs, les investisseurs italiens puissent revenir en RDC et à être encore nombreux comme ils étaient dans les années 70-80 du siècle passé. J'ai tenu à faire mes congratulations au Premier ministre pour les efforts qu'il a fait et qu'il continue à faire pour porter la RDC sur les chemins de développement. Nous croyons que l'infrastructure, c'est essentiel pour le développement économique, mais aussi pour le développement social. Donc, ce qui est très important, c'est que quand on développe des infrastructures, que ça soit quelque chose qui sert à améliorer la qualité de vie des sociétés qui travaillent ici, mais surtout des travailleurs et des communautés. Donc, ce que nous cherchons effectivement, c'est d'associer les besoins économiques aux besoins sociaux et d'être sûr que les deux marchent ensemble. À 2 jours de l'expiration du moratoire de 45 jours accordé par l'hôtel de ville de Kinshasa aux propriétaires des automobiles, bon nombre d'entre eux n'ont pas encore fait passer leurs véhicules au contrôle technique. Ces derniers justifient leur retard par l'exagération du coût fixé par le gouvernement provincial. Ces moratoires avaient été décidés pour débarrasser la ville de Kinshasa des véhicules qui présentent des problèmes techniques. En tête de peloton, on retrouve ces fameuses Mercedes D107, pour la plupart vieilles, sans entretien et n'ayant été soumises à aucun test technique avant leur mise en circulation. Elles sont à la base de nombreux accidents routiers à Kinshasa depuis plusieurs années. C'est ainsi qu'elles sont devenues l'une des préoccupations majeures des autorités du pays. Le chef de la police de la ville de Kinshasa avait pour sa part commencé par interdire leur circulation sur les grandes artères de la ville. Mais la mesure n'avait pas produit des résultats espérés. Les transports en commun étaient devenus de plus en plus difficiles. C'est alors que le gouvernement provincial s'était décidé d'instaurer le contrôle technique comme sésame avant de rouler sur les artères de Kinshasa. 45 jours, c'est dans 2 jours. Les conducteurs qui apparemment ont pris des cours par le temps ne sont toujours pas prêts. Ils se justifient, brandissant le coût du contrôle comme raison. En attendant, ils peuvent encore rouler. Et puis le ministère de la Santé a procédé ce mardi au lancement de la 2e phase du projet d'appui au développement des ressources humaines pour la santé. Objectif, consolider les acquis de la première phase. Ce projet d'appui n'est autre qu'un partenariat entre le ministère de la Santé publique avec l'agence japonaise de la coopération internationale JICA. C'est dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et le Japon que le ministère de la Santé publique, avec l'agence japonaise de coopération internationale JICA, a organisé cette première réunion du comité conjoint de coordination sur la 2e phase du projet d'appui au développement des ressources humaines dans le domaine sanitaire. Un projet lancé depuis 2010 et qui a permis à la RDC de se doter pour la première fois d'un plan national de développement des ressources humaines. Question d'avoir un personnel qualifié. Nous avons d'abord un plan national de développement sanitaire qui veut que nous puissions avoir les soins de santé de qualité. Et pour avoir les soins de santé de qualité, il faut que l'on ait du personnel aussi de qualité. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous devons avoir un plan national de développement des ressources humaines qui gère justement les données ainsi qu'un personnel de qualité. La santé étant un secteur très pratique, la JICA a également accompagné le gouvernement congolais dans la construction et la modernisation des infrastructures sanitaires ainsi qu'à l'octroi des matériels aux établissements sanitaires. La plus grande réalisation est la construction de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de la santé, inauguré ce mois d'avril. Au mois de mars, avec présence du chef de l'État,
Nous avons une cérémonie d'inauguration à l'Institut national des sciences médicales. Après le succès récolté lors de la première